toutes. Merci de nous rejoindre pour cette session. Donc, présentée par Adeline Technologies, dont je fais partie. Donc, j'ai le plaisir d'être l'animateur aujourd'hui avec Frédéric Boulevert. Donc, je me permets, Frédéric, je t'introduis en premier, donc ingénieur d'affaires en innovation chez Actemium. Et pour ma part, solution architecte chez Adeline Technologies. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des solutions robotiques avancées, et notamment de l'implication de l'intelligence artificielle, et dont nos amis d'Actemium sont participants aujourd'hui pour nous présenter quelles sont finalement les tâches et les rôles qui leur incombent pour l'intégration des solutions auxquelles nous participons dans le cadre de l'intelligence artificielle pour la robotique dans le monde industriel. Frédéric, c'est bien, j'ai bien introduit. Super. Je te passe le micro. Hop. Bonjour, merci. Merci Cyril. Donc, moi je vais expliquer pourquoi en fait Actemium s'intéresse à la robotique avancée. Donc en fait, il faut savoir qu'Actemium en fait fait partie du groupe Vinci au niveau dans la branche Vinci Énergie. Et donc Actemium en fait c'est la marque qui s'occupe du côté industrie. Donc le leitmotiv c'est l'amélioration de la performance industrielle de nos clients et end users. Donc Actemium est présent dans le monde dans à peu près 40 pays, donc au sein de plus de 400 entreprises avec... Ah, on a perdu l'image. Désolé. On n'a rien tout. Ah, c'est bon, non. C'est l'effet des mots. C'est nous qui avons fait des conneries. Pardon. C'est mieux. Non. Non, c'est pas revenu. Est présent dans le monde, dans plus de 40 pays au niveau de 400 entreprises. Donc on marque bien le territoire mondial. Et donc on a surtout 22 000 experts qui vont avoir une connaissance en fait du process industriel. Et donc en fait le métier d'Actemium au final, aussi bien va de la conception, la réalisation jusqu'à la maintenance dans différents secteurs. Donc on peut voir ici donc l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, les biens d'équipement et d'autres encore. Et en fait, je vais revenir sur l'industrie pour commencer l'histoire de l'industrie, pour expliquer au final les enjeux et les contraintes de nos clients end-users. Donc la première révolution industrielle a eu lieu en 1784. Donc c'était la production mécanique, machine à vapeur. 100 ans plus tard, il y a eu la production de masse qui est arrivée. Encore une coupure. C'est l'industrie 5.0. Frédéric, la technique, tes vacances. Ah, je pense, mais c'est peut-être celui-là. Hein. Parce que je touche pas le truc, donc c'est bizarre. Non, il n'y a pas d'affiche. Ah, je peux continuer comme ça, mais c'est... Si tu veux, je monte le laptop. Je fais la présentatrice. Non, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Je vais passer dans les rangs. Je peux la faire sans slide si besoin. Non, on n'a vraiment plus rien.
pour voir si ça décolle. Qu'est-ce qui dit que c'est pas la sortie vidéo? Allume le tien. C'est effectivement. C'est soit le PC, soit le PC, soit le câble. C'est ici que j'ai un souci. On va mettre. Donc on est arrêté au niveau des révolutions industrielles. Donc la deuxième révolution industrielle est arrivée à la fin du 19e siècle, donc avec l'arrivée de la production de masse. Donc on voit qu'il y a eu une évolution. La révolution, c'était au bout de 100 ans. 100 ans plus tard, c'est l'arrivée de la production automatisée. Et là apparaît en 2016 l'industrie 4.0, où là on fait apparaître la production flexible et agile autour des capteurs IoT. Et en fait, il y a eu l'arrivée du Covid. Et en fait, le Covid a remonté la problématique de l'homme au centre de l'usine et fait vraiment apparaître le besoin en production collaborative aujourd'hui. Et certains parlent d'industrie 5.0. Ce qui fait que les enjeux d'aujourd'hui au niveau industriel sont comme avant au niveau économique. Mais on voit qu'au niveau des problématiques, on a aussi d'environnement, tout ça. Donc on a une problématique aussi environnementale, sociétale et organisationnelle. Ce qui fait que si on se focalise sur la problématique de la productivité et de la compétitivité, avec l'industrie 4.0, on avait vu qu'il fallait accroître les volumes de production, réduire les coûts de production en améliorant la qualité et améliorer la flexibilité de ces lignes. Et suite à la Covid-19, on voit qu'aujourd'hui, on nous demande de maîtriser la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour le client industriel en minimisant leur dépendance. Et il faut aussi penser à moderniser les équipements. En effet, en robotisant les industries, on pourrait avoir un gain potentiel de 30% de la compétitivité. Si maintenant on fait le focus au niveau humain, avec l'industrie 4.0, on voyait qu'il fallait améliorer la qualité des postes de travail des opérateurs au niveau ergonomie, réduire le taux de rotation de la manœuvre et améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail.
Et la Covid-19 a fait apparaître qu'il fallait aussi prendre en compte le recours au travail distanciel et la gestion du chômage partiel, tout en facilitant l'adaptation des personnes à leurs tâches. Ce qui fait que si on regarde bien l'industrie 5.0, on voit bien que c'est l'homme qui est au centre de l'usine et qu'on peut avoir une réponse technologique pour aider à affronter cette évolution. Donc une possibilité serait d'utiliser les technologies de robotique avancée. Au niveau d'Actemium, on a une approche orientée innovation pour anticiper l'industrie de demain. Donc, on la découpe en plusieurs parties. Donc, il y a le manufacturing avec la robotique, donc celui qui nous concerne aujourd'hui. Mais on a aussi l'opérateur augmenté, les fonctions de maintenance prédictive, les coefficiences et le big data. Donc, si on se focalise sur la robotique avancée, on s'aperçoit que la robotique est bien implantée en fait dans les gros secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, les biens d'équipement. Mais on voit que les secteurs qui sont tout aussi importants mais qui étaient moins robotisés font apparaître des besoins avec d'autres problématiques. Donc on retrouve l'agroalimentaire, la logistique notamment, et aussi ce qui est propre à Vinci, le secteur de la construction. Donc si on se focalise sur la robotique avancée, on voit qu'il y a des briques technologiques qui sont matures aujourd'hui. On retrouve la robotique collaborative, la robotique humanoïde et la robotique mobile. Mais on voit que ces briques ne sont pas suffisantes. On a besoin aussi d'autres briques complémentaires. Donc on a des choses qui sont matures aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, notamment le deep learning pour la partie vision. On a des choses qui ont aussi évolué en vision 3D et on a aussi la partie IoT. Donc la vision d'Actemium de la robotique avancée dans l'industrie peut être représentée sur ce diagramme avec une représentation de la production depuis l'arrivée des pièces avec la partie débraquage des pièces. Donc on peut avoir aujourd'hui une reconnaissance des pièces par intelligence artificielle avec un contrôle qualité. Et donc on va pouvoir, par IA ou par vision 3D, on va pouvoir évacuer ces pièces non conformes par exemple par de la robotique mobile. On peut avoir de l'assemblage qui peut être fait aujourd'hui par un robot humanoïde. Et on peut avoir aussi du conditionnement avec des machines 4.0 qui ont des capteurs IoT. Et après, on va retrouver l'évacuation du produit qui peut être fait soit par convoyage, soit par robot mobile, et avec des zones flexibles de production partagées au niveau palettisation, par exemple avec du robot collaboratif. Donc voilà un exemple de type d'industrie qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui au niveau des nouvelles technologies en robotique avancée. Et donc si on se focalise, ce qu'on avait dit, j'ai parlé vite fait, j'ai introduit un petit peu l'intelligence artificielle au niveau du débraquage. En fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que les solutions de débraquage aujourd'hui sont automatisées et robotisées, sont considérées avoir encore un coût conséquent. Donc on peut avoir une possibilité de diminuer les coûts, notamment par rapport à l'aspect IA, parce qu'en fait, on gagnerait du temps, notamment pour le client, au niveau du changement de format, et on aurait une simplicité, on n'aurait pas forcément besoin de réapprendre la pièce, puisqu'on aurait déjà un ensemble de bacs d'images. Ce qui permet aujourd'hui d'envisager du débraquage de tout produit qui peuvent être différents, comme c'est le cas aujourd'hui en logistique, et de surtout pouvoir envisager de minimiser les temps de changement de format, ce qui peut être intéressant notamment dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique, où justement on peut avoir des productions flexibles. Par contre, ce qu'il faut aussi envisager, c'est que ce type de solution doit être dans un environnement humain, donc on peut avoir des hommes autour des machines, et donc il faut que ces solutions soient aussi à cadence humaine, et donc là on est vraiment dans la partie robotique collaborative. Donc c'est un petit peu ça la robotique avancée. Donc pour ce genre d'architecture en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau IA, on est plus sur de l'inférence. Donc, en fait, on va mettre des contrôleurs d'inférence. Et donc, sur cette architecture, on retrouve au centre un contrôleur AD-Link. Mais dessus, on va retrouver toutes les briques pour faire du débraquage. Donc, une caméra 3D, un préhenseur intelligent, un robot collaboratif. Et donc, nous, le métier d'Actemium, c'est d'intégrer ces solutions. Et donc, on va retrouver la couche mécatronique, la couche motion, robotique, vision et la nouvelle couche qui est l'IA. Donc là, je vais repasser la parole à Cyril. Donc il va plus exposer la partie IA, donc notamment la partie inférence. Attention à ne pas casser le câble. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence artificielle, sinon tout le monde va se lever et partir. Donc, je vais commencer simplement par rappeler les bases de ce que c'est qu'un réseau neuronal et comment est-ce qu'on crée un modèle à partir d'un réseau neuronal.
Alors bien sûr, vous allez me dire, chez NVIDIA, on aime bien les chats, parce que généralement dans les slides, on met toujours comment est-ce qu'on détecte un chat dans une image. Donc je vais faire un peu plus original, pardon. Supposons qu'on veuille détecter le chat du voisin lorsqu'il rentre dans votre jardin. Donc par quoi ça va commencer? On va prendre les photos du chat de votre voisin. Et à ces photos, on va y associer ce qu'on appelle des tags ou des métadatas qui vont permettre d'associer effectivement quelque part comment dirais-je, quelle est effectivement la donnée qui se cache à travers cette image, puisqu'on parle ici d'une reconnaissance visuelle, donc quelque part une intelligence artificielle basée sur la vision, mais ça pourrait être tout autre type de données. Hein. On pourrait imaginer tout à fait autre chose. Ensuite, on va choisir un réseau de neurones, généralement non entraîné, ce modèle mathématique standard qui existe communément et distribué partout aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle basé sur la vision. Et ce réseau neuronal, on va tout simplement l'entraîner à partir du jeu d'images qu'on a collectées, donc toujours le chat de notre voisin, et l'entraîner à partir de ces images. Alors en quoi ça consiste? Simplement, on va soumettre les images à ce réseau de neurones et lui permettre de s'entraîner à partir de ça, puisque la particularité de la phase d'entraînement, c'est que à la fin de sa détection et de sa probabilité de prédiction, l'ordinateur est capable de s'auto-corriger, puisqu'il connaît la réponse, et donc du coup, il est capable de savoir s'il s'est trompé ou non et de s'auto-corriger. Là aussi, c'est des modèles mathématiques qui arrivent derrière. Alors cette phase-là, on va la réitérer une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est quelque chose qui arrive, on va dire, X fois pour que le modèle arrive à une probabilité de détection qui soit correcte pour notre cas d'usage. Et là, dans ce cas-là, on ne parle plus de réseau de neurones, on parle d'un modèle, puisque là, on a appliqué un réseau de neurones pour un cas d'usage. En l'occurrence, détecter quand est-ce que le chat du voisin rentre chez vous. Bon, en tout cas, reconnaître le chat. Puisque maintenant, le but, c'est de savoir quand est-ce que le chat rentre chez vous. Donc, du coup, on va passer de la phase d'entraînement, donc qui s'est passée plutôt sur une machine équipée de calculateurs, on verra ça plus tard, à la phase dite d'inférence, pour reprendre ce que vient de dire Frédéric. Donc, c'est-à-dire, on va soumettre notre modèle à des images pour lesquelles, jusqu'à présent, l'ordinateur n'a pas été habitué à rencontrer dans la phase d'entraînement. Et on va le soumettre justement à ce nouveau jeu de données et voir quels sont finalement ces résultats en termes de prédiction et affiner au besoin et faire une phase de réentraînement si besoin pour affiner encore le modèle. Et donc dans ce cas-là, ça passe par une phase d'apprentissage, une phase de réentraînement pour l'amélioration du modèle. Et là, on l'a bien compris, la différence par rapport à une application standard de vision par ordinateur, c'est qu'à aucun moment, on a eu à programmer le modèle. L'ordinateur a appris par lui-même à reconnaître le chat de votre voisin. Le gain, il est évident, c'est-à-dire qu'en termes de développement d'application, on est capable de passer en production très rapidement grâce aux outils, et notamment les outils que NVIDIA a à notre disposition, sont des outils qui font à la fois du data science. Alors on n'est pas tous data scientists, bien heureusement, c'est un métier bien particulier, mais la particularité de l'intelligence artificielle au travers de la vision par ordinateur nécessite quand même des compétences particulières, notamment dans le monde du data science. Ces outils que NVIDIA nous met à disposition, notamment sur la phase d'inférence et de réentraînement des modèles, sont disponibles, préintégrés dans l'environnement logiciel NVIDIA et très facilement exploitables. Quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer, par contre, une fois qu'on va parler d'intelligence artificielle embarquée dans la robotique? Ces problématiques vont nécessiter, à notre sens, voilà, là on aurait besoin d'une intelligence artificielle peut-être pour résoudre le... J'espère que ça va tenir, ouais, croisez les doigts avec moi. On va avoir besoin essentiellement de 3 outils pour développer une intelligence artificielle qui va nous permettre d'accélérer et en tout cas de développer des solutions robotiques avancées. Quels sont ces 3 outils? Il y a un outil de simulation. On va avoir aussi les outils d'inférence qui sont liés proprement dit là à l'intelligence artificielle et les outils de réentraînement de réseaux de neurones. Je vais plus me focaliser ensuite sur la partie simulation, puisque c'est un outil très important dans le développement de la robotique avec l'intelligence artificielle. Merci. Alors, quels sont les principaux avantages de la simulation dans le monde de la robotique? Ils sont multiples. On va, dans un premier temps, simuler
un environnement virtuel complet avec un robot virtuel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je pense qu'on peut très facilement imaginer que, prenons l'exemple d'un robot qu'on va mettre dans un environnement virtuel pour se déplacer d'un point A à un point B. Simplement, dans le monde de l'environnement virtuel, on va dire au robot, ben voilà, maintenant je te pose là, tu te débrouilles, tu es au point A, tu vas au point B et tu trouves la façon d'aller au point B le plus facilement et le plus rapidement sans te cogner dans les objets. Donc à aucun moment vous allez programmer le robot, c'est lui-même qui, à force de se réentraîner et donc dans le monde de la simulation, d'apprendre par lui-même, de se cracher dans les murs, dans les objets, etc., va apprendre par lui-même comment contourner les objets et passer du point A au point B sans rencontrer n'importe quel obstacle. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Ça veut dire que si on n'avait pas simulé ces étapes, il aurait fallu par une phase d'apprentissage avec un robot physique. Et ça veut dire qu'effectivement, vous engendrez une phase où vous allez finalement solliciter votre robot pour cette phase d'apprentissage et donc engendrer des casses qui pourraient être inutiles et un usage prématuré de votre robot. Et puis aussi, l'autre avantage, c'est qu'une fois cette phase d'apprentissage dans le monde virtuel est relativement très rapide. Tout dépend du calculateur que vous avez derrière, bien entendu. Mais là, on parle d'une phase qui peut être déployée de l'ordre d'un accélérateur de 10 fois par rapport à une simulation physique. Et ensuite, exporter votre modèle dans le robot qui, bien entendu, qui a rencontré l'environnement virtuel, va pouvoir automatiquement adopter les bons réflexes dans le monde physique, puisqu'il aura déjà rencontré ces expériences-là dans le monde virtuel. C'est vrai, je l'ai à la main en plus. Merci Frédéric. Alors, chez NVIDIA, il y a un outil, et plutôt des suites d'outils, qui sont vraiment spécifiques à la simulation virtuelle, dont un qui s'appelle IsaacSim, que peut-être vous connaissez déjà, et je pense qu'un grand nombre d'entre vous le connaissent aussi également, fait partie de la suite Omniverse. Alors, dans ces outils, on a effectivement la possibilité, au travers d'IsaacSim, de simuler des environnements complets qu'on va appeler des digital twins. Donc, c'est effectivement des environnements qui représentent parfaitement l'environnement physique dans lequel le robot va se trouver en phase de production. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser la simulation en environnement virtuel? C'est parce qu'on est capable, dans l'environnement virtuel, de savoir exactement où vont se situer les objets, quelles sont la qualité des objets, est-ce que le sol est plus ou moins dur, et donc faire, par exemple, comme ici on voit en bas à droite, de la segmentation. C'est-à-dire effectivement de classifier les objets suivant leur répartition dans l'environnement virtuel. Ça veut dire aussi également qu'on est capable de simuler dans l'environnement virtuel différents types d'éclairage. Parce qu'on sait très bien que suivant la journée, alors on a un bon exemple, on peut se retrouver avec du soleil, de la pluie, de la neige. Peut-être en Bretagne, hein, ça arrive ça aussi, hein, en Bretagne. Voilà. Et donc, par exemple, sur le stand, donc je vous invite à visiter le stand E15 à D-Link, Actemium, NVIDIA. Vous pourrez voir cet outil IsaacSim en fonctionnement réel qui permet effectivement de simuler le robot et de gérer avec le rendu effectivement en 3D temps réel. Et donc qui permet effectivement de gérer les paramètres suivant les besoins de votre applicatif. Alors, ça marche, c'est incroyable. Alors là, si je faisais un sondage, selon vous, quel est l'environnement réel et quel est l'environnement physique? Alors moi, je vais aller vite parce qu'on est un peu en retard. Donc le physique est à gauche et le virtuel est à droite. Ça montre ici l'importance capitale de la simulation la plus proche possible de l'environnement physique. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est essentiellement basée sur la vision. C'est vrai qu'il y a d'autres outils comme les lidars, les radars, etc. Mais la caméra, la vision, c'est l'élément essentiel aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, plus on va se rapprocher de l'environnement physique, plus lorsque l'on va qu'on va confronter le robot dans son environnement physique avec le modèle auquel il a été pré-entraîné dans l'environnement virtuel, si l'environnement est vraiment très proche, dans ce cas-là, effectivement, le robot sera efficace dès sa première mise en route. Alors, l'autre problématique qu'on peut rencontrer, et les outils qui peuvent nous y aider, c'est bien sûr, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais un robot, on ne va généralement pas lui demander une seule tâche, hein, pas forcément reconnaître qu'un seul objet et puis on s'arrête là. On va lui demander aussi d'interagir avec cet objet et peut-être même de se déplacer. Et dans ce cas-là, la simulation de l'environnement virtuel complet va nécessiter la création de l'environnement dans sa globalité. Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle un digital twin.
ça vient effectivement frères jumeaux de l'environnement physique. Et c'est ce qu'on voit ici. Je vous montre un exemple. Donc ça, c'est un digital twin qui a été réalisé et présenté au dernier GTC d'NVIDIA, qui est l'usine connectée de BMW, l'usine du futur, donc au travers de l'outil Omniverse d'NVIDIA. Et là, on voit vraiment que c'est quasiment de la perfection, hein. On a représenté l'usine dans sa globalité, au moindre détail, hein, quasiment au centimètre, hein, ça se joue. Et là, on comprend bien que du coup, on va pouvoir entraîner tous les robots de l'usine interconnectés dans un environnement qui sera vraiment le plus proche possible de l'environnement final dans lequel le robot va évoluer. La phase d'entraînement, je pense que je ne vous apprends rien, c'est assez consommateur en termes de ressources, hein. Je pense que vous voyez chez Tesla, chez Amazon, etc., combien ça coûte. Ça se base sur des GPU relativement assez consommateurs d'énergie et de ressources. En revanche, la partie inférence, intelligence artificielle, embarquée dans la robotique, là par contre on peut s'affranchir de toutes ces capacités énormes en termes de calcul et se baser sur des modules intégrés dans votre robot qui vont là aussi également non plus agir en tant que contrôleur robotique, mais aussi en tant que puce d'intelligence artificielle, donc qui va réaliser l'inférence. Et là on a tout un choix de systèmes qui vont du plus petit au plus gros. La seule chose qu'il vous faut retenir ici, c'est que les systèmes Jetson GPU qui réalisent l'inférence dans le cadre de la robotique se basent sur le même écosystème logiciel. Donc, ça veut dire que vous développiez sur un AG Xavier qui est tout à droite ou sur un Jetson Nano, vous allez rencontrer le même écosystème logiciel. Donc, vous pouvez faire varier votre besoin en fonction de votre écosystème et sélectionner le bon GPU qui va avec. Alors j'ai parlé matériel, c'est-à-dire la sélection du module accélérateur d'inférence qui va se connecter au capteur de vision, donc les caméras, qui va réaliser l'inférence, donc la prise de décision, et ensuite l'action qui en découle, le robot qui se déplace, qui interagit, etc. Ça fait solliciter deux mécanismes principaux, donc la vision par ordinateur et les systèmes d'intelligence artificielle qui tournent autour. Et on s'appuie là-dessus sur des contrôleurs robotiques et d'intelligence artificielle embarqués, durcis, comme chez Adeline, qu'on en propose et qu'on vous invite de nouveau à venir voir les nombreux boîtiers qu'on propose sur notre stand E15. Hein, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, merci. Oh non. T'as touché quelque chose, Frédéric, dans mon dos. Ça, c'est le chat du voisin qui s'est vengé, ça. C'est bon ? Ah. Si, c'est bon. Donc j'espère que vous l'avez compris. Les briques matérielles chez NVIDIA, c'est une partie de la solution, mais ça repose essentiellement sur de nombreuses briques logicielles qui représentent tout un écosystème, à la fois sur la partie traitement d'image, prise de décision, inférence, intelligence artificielle et contrôle robotique. J'avance. Ici, c'est un exemple de la puissance de calcul qu'on peut bénéficier sur les modules Jetson en consommant très peu d'énergie, 5 à 10 watts pour les plus petits. Donc là, vous avez un exemple qui tourne sur un Xavier NX de 4 modèles d'intelligence artificielle. Donc un qui va détecter la position, un autre sur le mouvement, un autre sur le regard et puis aussi un autre sur l'analyse de test. Tout ça tournant en même temps, donc en temps réel, sur un seul et unique module pour la modique somme de 10 watts. Intelligence artificielle, là aussi, je pense que je ne vous apprends rien. On va la retrouver dans de nombreux secteurs. La sécurité, le transport, le commerce. Bref, je pense que les applications sont quasiment infinies et sont déjà en cours de production. Et elles vont s'appuyer surtout, et ça c'est le plus important, sur des réseaux de neurones pré-optimisés, pré-entraînés, et qui ont fait leurs preuves et qui seront entrés en production et sur lesquels on est capable d'avoir des taux de prédiction qui sont relativement très élevés.
Plus spécifiquement sur la robotique, là aussi, notamment dans les suites mises à disposition par NVIDIA, on est capable d'importer des briques complémentaires vraiment spécifiques au monde de la robotique, dont notamment le 3D Object Pose Estimation, qui va permettre de simuler un objet précisément avec son orientation et de pouvoir aider le robot dans sa phase d'appréhension de l'objet et effectivement dans la phase dans laquelle il va arriver pour soulever l'objet. Des cas d'usage, ils sont multiples. Ils peuvent être en production ou en cours de développement. Mais ils sont nombreux, et notamment dans le monde de l'agriculture, qui est vraiment très moteur dans le monde de l'intelligence artificielle. Je pense que vous savez que, notamment pour la France, Cocorico, on a une grave crise au niveau du monde de l'agriculture, hein, de trouver des vocations dans le monde pour les agriculteurs. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir aider, là aussi, les agriculteurs à améliorer leur qualité de vie et les aider dans leur travail au quotidien. Je parlais de l'agriculture. Il n'y a pas que l'agriculture. L'intelligence artificielle plus la robotique, c'est des multiples domaines. Vous avez aussi le Smart City que je n'ai pas cité, et la logistique, qui sont bien sûr deux gros moteurs, et aussi le médical, je pense que vous le voyez au quotidien dans les actualités, sont vraiment des domaines quasiment illimités. Oui, exactement. Il est bon, Frédéric. Hein, bon. C'est pas lui qui a fait les slides, mais... oui, robotique mobile aussi, exactement. Voilà, merci Frédéric. J'ai parlé de BMW tout à l'heure et je rebondis sur BMW. Le petit boîtier qui a été développé par Adelink pour embarquer dans l'AMR de l'usine de BMW est visible sur notre stand. Hein, vous pouvez venir le voir. Alors nous, chez Adelink, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas forcé de nous connaître, hein, vous avez le droit. Donc nous, Adelink, on est une société qui construit, on vient du monde de l'embarqué, on construit des PC industriels à l'origine. On est une société qui a 25 ans d'existence et qui agit dans de multiples domaines. Hein. Ça va aller de l'usine connectée au transport, à la santé, le retail, le smart city, la santé. Nos partenaires stratégiques aujourd'hui, ça va être NVIDIA et aussi également un partenariat qu'on a fondé très récemment avec la société IO pour tout ce qui est display, donc tout ce qui va être écran, dans multiples domaines, là aussi, comme l'industrie ou le médical. Et aussi, Adelink est très moteur dans les domaines de l'open source. Je pense que vous pourrez voir que si ROS, ça vous parle, je pense que vous pourrez voir que peut-être vous le connaissez à travers de ROS, puisque Adelink fait partie du consortium de développement de ROS aujourd'hui. Et on est présent un peu partout dans le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adelink est à l'origine une société taïwanaise, donc, dont le site de production est basé à Taïwan. Mais nous avons effectivement à peu près 4000 employés répartis un peu partout dans le monde, dont le siège en France est situé en région parisienne. Et pour les petits curieux, on est sur le site de Saint-Aubin, derrière le CE à Saclay. On a vu des cas d'usage. Donc moi, je vais aussi vous donner aussi quelques exemples de réalisations qu'Adelink a pu faire avec nos contrôleurs, là plus spécifiquement des contrôleurs à base Jetson. On va aller du Nano à l'AG Xavier, et donc des boîtiers de contrôleurs à la fois robotiques et aussi embarquant l'inférence de modules d'intelligence artificielle. Donc je vais prendre un exemple avec celui que vous avez. Ça marche pas, c'est merveilleux. Juste ici. Donc, qui est un boîtier sous base à Xavier NX qu'on a embarqué pour la détection d'étiquettes et de lecture de code barre, par exemple, dans un entrepôt. Et puis aussi, on ne se limite pas à ça, pour la sécurité à la fois des biens et des personnes, on peut être amené à faire de l'analyse vidéo en temps réel sur des systèmes de sécurité. Et là, dans ce cas-là, on a embarqué un petit boîtier qui fait de l'analyse vidéo en temps réel sur du Jetson Nano. Tous les boîtiers que vous voyez là sont quasiment fanless, hein, donc c'est des boîtiers qui sont refroidis passivement. Tout ça pour effectivement améliorer l'intégration dans des milieux agressifs où, par exemple, il y aurait de la poussière ou qui pourrait, comment dirais-je, être incompatible avec des ventilateurs. D'autres cas d'usage qui là on va être plus robotique, sur de la robotique embarquée, robotique mobile, voilà, merci Frédéric, et voilà. C'est tout, hein, je suis sûr. Ah, tu vois. Ou le petit boîtier que vous voyez tout en bas à droite, le DILA 401 ou 411 son petit frère, sont effectivement ceux qu'on a intégrés dans les robots de l'usine de BMW, donc pour participer aux robots mobiles. Il faut que
j'accélère. Et là, vous avez justement le petit boîtier qui a été intégré dans le robot de BMW. Et vous voyez en action, juste en bas à gauche. Donc c'est une vidéo qui a été prise réellement dans l'usine de BMW, qui a été présentée au GTC. Donc on le voit se déplacer. Je vais peut-être accélérer, Frédéric, je suis en retard. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est bon, hein, il est bon. Je vais l'embaucher, je crois. Hein. Tu es disponible ou pas? Non. Ah, oh, pardon. Le boîtier donc, que vous avez vu, donc celui-ci, c'est un boîtier à l'origine qui n'existait pas chez Adelink. J'entends par là qu'en fait, Adelink produit des systèmes standards, hein, que vous pouvez acheter sur étagère. Mais la particularité du monde de l'embarqué, je pense que là aussi, je ne vous apprends rien, c'est que chaque projet est unique. Et dans la plupart du temps, c'est très difficile de trouver un boîtier sur le marché qui va répondre à 100% de vos besoins. Et dans la quasi-totalité des cas, et c'est là où j'interviens en tant que jeune architecte, on discute avec nos clients de leurs impératifs en termes d'intégration. On a parlé des conditions environnementales, mais ça peut être aussi les alimentations, par exemple. Quelles sont les contraintes aussi humaines? J'entends par là, par exemple, quand on touche au médical, ça peut être un boîtier qui ne doit pas chauffer au-delà de 30 degrés, par exemple. Donc, tout un tas de conditions qui vont faire que si un boîtier standard ne rentre pas dans le cahier des charges de nos clients, dans ce cas-là, on va développer un boîtier sur mesure. Et là, j'ai un parfait exemple à vous montrer. C'est cette caméra, donc qui est présente aussi sur le stand, toujours E15, hein, Frédéric. Hein. Donc une caméra all-in-one, embarquant des modules d'intelligence artificielle. Donc Jetson TX2 ou Nano ou NX. La particularité, c'est que vous avez à la fois le capteur, vous avez le compute pour effectivement l'exécution du système d'exploitation en lui-même, et puis le module Jetson. Donc là, vous les avez sur l'écran. Ce design n'existait pas chez Adelink, on l'a conçu de toutes pièces, et ce boîtier est aujourd'hui complètement fanless, et il est disponible aussi en version IP67, donc pour l'extérieur, pour pouvoir être intégré et résistant à la pluie, dans un environnement un peu extrême. Un autre exemple, un dernier, et après je te passe la main. Hein. Ah, oui. Là, c'est ce qui va faire le lien entre le robot mobile, l'intelligence artificielle, et dans le futur, voire même dans le présent plus que le futur, comment est-ce qu'on interconnecte les robots et comment est-ce qu'on les rend communicants. Et là, dans ce cas-là, on a réalisé en Asie, avec effectivement la société Fairfriend Group, un projet d'usine connectée qui passait par de multiples briques, donc notamment la partie contrôleur robotique avec des boîtiers qu'on vient de vous présenter, mais aussi également donc la partie vision avec la caméra, là aussi que je viens de vous montrer, donc la caméra Néon, et pour interconnecter tout ça et rendre les robots communicants au travers de ROS et ROS2 surtout, on a utilisé un réseau privé 4G, 5G au travers effectivement des serveurs communicants qu'on a intégrés dans l'usine, puisque là aussi, mais je vous en parlerai lorsque vous viendrez me voir sur le stand, puisque vous allez venir me voir. Nous avons aussi également des serveurs de type MEX pour réaliser des réseaux privés 4G, 5G. Dernière slide, et après je te passe la main, mon ami. Avant-dernière, je vais trop vite. J'ai parlé des briques matérielles, j'ai parlé des briques logicielles, et j'insiste bien, le matériel est une chose, mais le logiciel va venir créer le lien entre l'application, celle que vous attendez, à la fin, in fine, du produit, et le matériel en lui-même. Donc, c'est dire l'importance du logiciel ici. Nous, on se base à Adelink sur ce qu'on sait faire de mieux au niveau matériel, et on embarque, bien sûr, ce que savent faire de mieux nos partenaires comme NVIDIA, donc notamment les solutions d'analyse par la vision comme DeepStream ou les outils de simulation comme Isaac. Et bien sûr, bien entendu, tout ce qui va être contrôleur robotique et de s'appuyant sur les suites ROS et ROS2 qu'on encapsule dans notre produit Neuron SDK. Et en tant que constructeur de matériel, on a besoin
de partenaires comme Actemium, donc intégrateurs, qui sont capables d'avoir la maîtrise complète de bout en bout, à la fois de nos matériels et des logiciels que désirent voir nos clients impliqués dans nos produits, pour les mettre en œuvre réellement dans leurs applications. Voilà. Elle arrive peut-être un peu trop tôt. Hein. C'est pas grave. On imagine le futur rapidement. L'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Où est-ce qu'on peut la voir même si ça a déjà commencé, hein, là aussi. La maintenance prédictive, je pense que là, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup à faire et dans lequel l'intelligence artificielle peut beaucoup aider et là, dans lequel NVIDIA investit beaucoup. La reconnaissance vocale, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, notamment, je vous apprends rien sur votre smartphone, vous les maîtrisez déjà, mais il y a encore là aussi beaucoup à faire. La reconnaissance par le geste, et là aussi sur notre stand, vous pourrez voir, Frédéric a une petite démo à vous faire sur le contrôle du robot par le geste. On pourrait aussi imaginer le contrôle vocal du robot. Et puis aussi, surtout, l'implémentation des robots quadrupèdes dans un environnement mobile. Je pense que vous avez tous vu les robots de Boston Dynamics en action. Donc voilà, je pense que c'est quelques secteurs clés dans lesquels on peut voir l'intelligence artificielle comme un accélérateur de l'adoption de ces technologies. Bref. Là, c'est moi. Non, je plaisante. Je te passe la main, Frédéric. Pour le futur, parle-nous du futur. Ce ne sera pas le blackout. Hein. Ouais, attends, hop. Je commence à voir la gymnastique maintenant. Ouais, donc ça allait un peu trop vite, mais si maintenant on se pose la question, donc pour les utilisateurs finaux, comment améliorer leur efficacité et l'agilité de leur site de production, tout en gardant leurs opérateurs, leurs personnes de maintenance au centre des tâches à forte valeur ajoutée. Une solution technique pourrait être d'avoir un robot mobile avec bras robotiques embarqués pour réaliser certaines tâches comme du déchargement et du chargement. Donc il y en a beaucoup qui ont vu la vidéo de Boston Dynamics, où on voit un peu ce cas d'utilisation. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas forcément encore réalisable au jour d'aujourd'hui. C'est joli, c'est marketing. Parce qu'en effet, si on regarde bien les robots mobiles avec bras robotiques embarqués, on reste quand même au stade de POC. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, si on reprend tout à l'heure les briques, donc on a vu qu'il y avait des briques qui étaient matures, robotique collaborative, humanoïde, mobile, intelligence artificielle, vision 3D IoT. Et en fait, on s'aperçoit que, comme dans le cadre de ce salon, donc le jumeau numérique, la réalité augmentée, l'environnement virtuel, donc on peut parler de réalité mixte, sont des choses essentielles pour pouvoir simuler, réaliser ces choses-là dans un environnement sûr, parce qu'il peut y avoir de la casse quelque part, donc ça peut avoir un impact financier pour les clients. Par contre, on est obligé de passer par des phases d'apprentissage où justement, on doit passer aussi plus ou moins par du no-code sur la programmation des robots. Donc, et forcément, pour ce genre d'application, on peut avoir dans certains cas de la téléopération. Donc on peut aussi envisager dans ce genre d'opération par du pilotage à distance via de la connectivité évoluée, comme on a vu la 4G et la 5G. Donc en fait, c'est cet ensemble, c'est toutes ces briques-là qu'il faut arriver à réunir pour arriver à réaliser ce genre de solution. Donc ce que nous, on a commencé à faire, en fait, on s'est dit qu'il fallait commencer à regarder l'intelligence artificielle côté deep learning. Et je vais vous donner un exemple qu'on présente en même temps sur le stand avec une petite démo. Donc, c'est avec une caméra, on va reconnaître des gestes donc, qui ont été... On a juste fait de l'inférence de gestes qui étaient appris par la banque d'images NVIDIA. Donc, en fait, on a appris plusieurs gestes et en fait, on a préappris à associer à ces gestes des gestes robots, mais on pilote aussi l'ouverture et la fermeture du préhenseur. Donc, par exemple, cette opération peut être envisagée dans un environnement difficile où quelqu'un pilote à distance et vient à distance ou localement pour faire de l'interaction avec le robot pour faire du prélèvement échantillon. Donc ce genre de solution, en fait, donc c'est en fait, je vais le faire dans même si on voit plus. En fait, ce genre de solution, en fait, c'est basé donc sur un contrôleur qui fait de l'inférence avec une caméra et
un robot qui est connecté. Et donc sur le stand, on a une démonstration qui permet de montrer comment ce geste interagit avec un robot virtuel. Donc on a bien une interaction homme-robot virtuel par de la reconnaissance de gestes qui est du deep learning. Donc si on décompose l'architecture, on voit que on retrouve ce qu'on disait, de l'open source, pas de l'open source, mais le PC du robot qui est du ROS. En fait, on le retrouve avec différentes générations. Puis on voit des briques motion, des briques IA, des briques vision. Donc les briques que nous, on rencontre quotidiennement en tant qu'intégrateur pour pouvoir répondre aux besoins industriels. Donc voilà un petit peu une des briques qui pourrait permettre d'atteindre cet objectif de bras robotiques sur robot mobile. Et donc, comme disait Cyril tout à l'heure, sur le stand E015, vous pouvez voir donc cette démonstration, mais aussi la démonstration d'Isaac Sim qui montre en fait une palettisation de triage de bacs via Isaac Sim. Donc nous vous invitons sur le stand. Merci. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je peux faire la speaker. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, si vous avez des questions, je pense que vous avez compris. Il y a un stand, c'est le E15. Donc, on vous attend avec Frédéric. Frédéric a sa démo. Moi, j'ai la mienne aussi également, le robot virtualisé. Donc, voilà, on vous y attend avec plaisir. On vient échanger. On peut même vous offrir le café. Donc, n'hésitez pas à venir sur le stand. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus. Et désolé pour les petits aléas techniques. Merci à tous et bon salon.